LCP.fr bien sûr, le JDD qui est notre partenaire et mes invités. Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Votre groupe, et on le verra dans quelques instants, a quitté l'hémicycle après une question posée par un député UDI à propos d'un voyage en Israël, mais ça a suscité un autre débat. On y reviendra avec vous dans quelques instants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir dans Ça vous regarde, sénatrice socialiste. D'ailleurs, on ne dit pas nouvelle gauche au Sénat, parce que nous, on est un peu perdus. Non, on est toujours socialiste et républicain. Toujours socialiste et... Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ancienne secrétaire d'État aux droits des femmes. Ancienne ministre, pardon. Ancienne ministre, oh là là, ancienne ministre aux droits des femmes. On parlera probablement des femmes aussi dans ce débat. Merci d'être avec nous. Laurent Bouvet, bonsoir. Bonsoir. Professeur de sciences politiques à l'université Saint-Quentin-Versailles. Vous êtes exprimé très récemment sur cette question de la laïcité dans le Figaro Vox. On vous écoutera et on vous lira. Vous avez créé le Printemps républicain qui défend notamment les valeurs de la laïcité. C'était en 2016. Un manifeste soutenu par Marcel Gauchet, Kamel Daoud, Elisabeth Badinter. Votre dernier livre, La gauche zombie, chronique d'une malédiction politique, il est sorti chez Le Mieux éditeur. Merci d'être avec nous. Raphaël Legier, bonsoir. Sociologue, professeur des universités à Sciences Po Aix et au Collège international de philosophie. La guerre de civilisation n'aura pas lieu, coexistence et violence au XXIe siècle. CNRS, édition, voilà, j'ai été complet. Retour sur cette querelle, elle ne nous a pas échappé entre le site d'information Mediapart et Charlie Hebdo. Une bataille qui fait rage depuis quelques jours, des mots durs, à tel point bien que un proche du président de la République s'est exprimé aujourd'hui dans les colonnes du Monde pour tenter peut-être d'apaiser ce débat. Mais avant que ce débat prenne cette ampleur, tout avait commencé tout simplement bien par une affaire de mœurs qui concernait Tariq Ramadan, comme nous le raconte Maïté Frémont. C'est la caricature qui a tout déclenché. Le 8 novembre dernier, Charlie Hebdo dessine Edoui Plenel. Le directeur de Mediapart se cache les yeux et se bouche les oreilles à l'aide de sa moustache. Avec cette une, le journal satirique sous-entend qu'Edoui Plenel était au courant des accusations de viol dont fait l'objet l'islamologue Tariq Ramadan. Réaction immédiate de l'équipe de Mediapart. L'auteur du livre pour les musulmans a bien participé à des conférences avec Tariq Ramadan, mais c'était selon elle avant que n'apparaisse le moindre soupçon sur lui. Plus de 160 personnalités dénoncent également dans une tribune une diffamatoire et haineuse. De son côté, Edoui Plenel décide de prendre la parole. La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale que l'actuelle direction de Charlie Hebdo épouse, Monsieur Valls et d'autres, parmi lesquels tous ceux qui suivent Monsieur Valls, une gauche égarée, une gauche qui ne sait plus où elle est, alliée à une droite, voire une extrême droite identitaire, trouve n'importe quel prétexte, n'importe quelle calomnie pour en revenir à leur obsession. La guerre aux musulmans. Une campagne générale de guerre aux musulmans. Avec cette phrase, le patron de Charlie Hebdo, dans son édito, accuse Edoui Plenel de condamner à mort une deuxième fois Charlie Hebdo. Également mise en cause par le directeur de Mediapart, Manuel Valls réagit avec force. Quand on utilise les mêmes mots, je vous le dis, les mêmes mots, pour parler de la rédaction de Charlie Hebdo, d'une intellectuelle comme Caroline Fourest, ou d'un ancien Premier ministre, ministre de l'Intérieur, dont tout le monde sait qu'il a lutté contre l'antisémitisme, avec force alors que beaucoup ne le faisaient pas, qui a lutté, et c'est normal, c'était ma fonction, contre le terrorisme, en utilisant ces mots, on nous désigne comme des cibles. Alors oui, c'est un appel au meurtre, et donc ce n'est pas une petite polémique, ce n'est pas un petit débat, c'est central. Un débat dans lequel veut également participer ce député de La République En Marche du Val d'Oise. Aurélien Taché appelle son camp à sortir du silence dans une interview au Monde daté d'aujourd'hui. Chose faite ce matin par Christophe Castaner. Effectivement, il y a des mots qui peuvent provoquer de la tension. Déclarer, je cite, la guerre aux musulmans, dans le contexte de ce qu'a connu Charlie Hebdo, n'est pas acceptable. Ce sont des mots d'une gravité suprême. Et je pense que c'est une faute de l'avoir fait. Mais il n'empêche qu'on doit réfléchir aujourd'hui à ce que doit être la laïcité. La laïcité, c'est d'une part garantir à chacun de croire, mais aussi de ne pas croire. Et c'est faire en sorte qu'aucune croyance ne puisse emporter sur ce que sont les valeurs de la République. Derrière cette polémique, c'est en réalité deux visions qui s'affrontent. D'un côté, Charlie Hebdo, tenante d'une laïcité rigoureuse. De l'autre, Mediapart, partisane d'une laïcité ouverte.
Voilà, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur cette querelle, cette bataille, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Éric Coquerel, Laurence Rossignol, excusez-moi de faire une question comme ça un peu jour-nuit, mais vous êtes Mediapart ou Charlie ce soir, vous? Comme vous dites, c'est une question jour-nuit. Ouais. Oui, je vous l'ai prévenu. Moi, je veux bien. Vous voulez répondre? Allez-y. Moi, d'abord, je voudrais commenter votre titre. Islam, pourquoi la gauche se déchire? La gauche ne se déchire pas sur l'islam. La gauche ne débat pas de l'islam. La gauche aujourd'hui se fracture, mais pas simplement la gauche, d'ailleurs c'est au-delà de la gauche, sur la question de la laïcité et sur la manière dont on doit appréhender le fondamentalisme, le radicalisme et quelle est l'analyse sociologique. Tous les fondamentalismes. Mais moi je ne suis pas, je ne participe, je participe à votre débat, bon, mais je ne suis pas dans un débat sur l'islam, je ne discute pas du Coran et de l'islam. Voilà, je pense que c'était important pour ceux qui nous regardent de faire cette... Mais et à part ça, je suis toujours Charlie. Vous êtes Charlie, mais alors, attendez, qu'on soit clair, Mediapart et Charlie ne parlent pas de l'islam, ils parlent de laïcité, juste pour qu'on démarre sur des bases... Il me semble qu'il parle de laïcité et il parle aussi évidemment de la question de l'islam politique. D'accord. Oui, c'est clair. Mais par rapport à votre question, moi je crois surtout que dans le moment que nous vivons, avec des adversaires très clairement qui depuis des années cherchent en réalité à diviser le pays. Je parle de Daesh en l'occurrence, je parle du terrorisme. À faire en sorte qu'ils ne vont pas gagner militairement. Donc tout leur objectif depuis des années, c'est de séparer, c'est de faire en sorte d'un amalgame qui irait des terroristes vers l'islam politique, vers les musulmans en général. C'est de justement mettre la société en tension. Je crois que par rapport à on va en parler, mais ce qui se passe entre Mediapart et Charlie, avec des mots très durs des deux côtés, je crois que notre responsabilité à nous, c'est peut-être de discuter politique, c'est peut-être discuter sur le fond, mais c'est pas non plus d'exciter les passions. C'est pas non plus de faire en sorte que justement on puisse prétendre d'un côté que Plenel serait pour un appel au meurtre contre Charlie et de l'autre côté Charlie serait pour la fermeture du journal. Donc vous qui avez été lecteur de Charlie, est-ce que ce titre fait la guerre aux musulmans? Enfin, vous parlez de la caricature sur Plenel? Non, mais d'une manière globale. Non, mais sur la caricature sur Plenel, bien évidemment que non. Je comprends que Plenel soit quelque part choqué par ces caricatures qui laissent penser qu'en réalité il cachait les agressions sexuelles dont a été coupable Ramadan. Mais de l'autre côté, je vous fais remarquer quelque part, il y a quelques semaines de ça, Jean-Luc Mélenchon s'est fait caricaturer dans Charlie Hebdo en train de tondre une femme rasée, d'accord, avec l'évocation qu'on voit. Et pour autant, nous défendons toujours le droit à la caricature de Charlie Hebdo. Voilà, ça me semble essentiel. Donc je comprends à la fois que Plenel puisse être irrité, mais ce n'est pas une qui déclare la guerre aux musulmans, c'est une chose faite. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que Plenel, en réalité, fait un appel au meurtre de Charlie. Je peux comprendre Riss dans la situation où il est, mais par contre, je ne comprends pas Valls qui exploite cette situation et qui le fait maintenant depuis des semaines et des mois, parce qu'il nous a, accusés d'être déjà des alliés du terrorisme. Je me rappelle, il nous l'a déjà accusé, et il continue cette espèce de veine. Donc, en réalité, il divise le pays, il met sous tension le pays. Ce concept d'islamo-gauchisme, dont j'aimerais bien quand même entendre évidemment une définition chez nos experts. Raphaël Legier, vous vous situez comment dans ce débat qui, dans un premier temps, était un débat entre des ténors, enfin en tout cas un titre Charlie, décimé, frappé en plein cœur par les terroristes, et puis Edwy Plenel, cette figure intellectuelle française qui s'est défendue évidemment après cette une de Charlie. Comment vous vous situez dans ce débat? Vous avez parlé de la base. Est-ce que le débat part sur de mauvaises bases? Moi, je pense que le débat part sur des mauvaises bases. Ce soir ou le débat entre Mediapart et Charlie? En fait, déjà entre Mediapart et Charlie, et le fait qu'on pose la question de cette manière-là ce soir, peut-être aussi qu'il part sur de mauvaises bases. Parce que, en fait, on avait à la base une situation que vous avez évoquée. C'est une situation de harcèlement sexuel, voire de quasi-viol. Enfin, la justice n'a pas rendu, mais enfin, à l'évidence, un comportement qui est un comportement vraiment très choquant de la part de Tariq Ramadan. Et à partir de cela, qui est le comportement d'une multitude d'hommes aujourd'hui qui sont en situation de force, qui ont pu être des hommes de pouvoir, des quasi-gourous, etc., etc. À partir de cette situation, on a sauté de Tariq Ramadan à islamisme, à laïcité. Non, je sais que ça... et je trouve que... écoutez-moi, de savoir sans l'avoir dit. Non, moi, ce que je remarque, c'est ce que je remarque. Non, mais d'accord. Mais ce que je remarque en attendant... C'est un amalgame. Non, ce que je remarque en attendant, c'est que là, on est dans un truc typiquement français. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas parler de ce qui fait mal. C'est-à-dire qu'on est dans un mouvement social
regardant les femmes, qui est quelque chose peut-être un des mouvements sociaux les plus fondamentaux depuis 2 siècles, sur l'idée du consentement, de la volonté, de ce que c'est finalement que le statut des femmes dans nos sociétés. Dans le monde anglo-saxon, au Royaume-Uni, il y a des gens qui démissionnent, des députés, des membres de gouvernement. Aux États-Unis, pareil. Ouais. En France, nous, on a Tariq Ramadan, ça y est, toc, on parle de laïcité, on est parti sur un autre sujet. Alors que je crois que là, il y a un vrai problème. En France, on n'arrive pas. Donc on fait un amalgame. On arrête. Non, c'est plus qu'un amalgame, c'est être hors sujet. Si on avait à faire une dissertation sur un sujet qui soit un sujet de société aujourd'hui, en France, je pense qu'on aurait tout faux depuis 2 semaines. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Bouvet? Je vous ai pas entendu, mais le lien. On parle de laïcité, d'islam. Excusez-moi de poser la question abruptement. Est-ce que de trop parler de la laïcité, parce qu'il y a un débat entre la laïcité molle, la laïcité dure, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être taxé soudain comme ça, de faire, comme le dit Edoui Plenel, finalement une guerre aux musulmans? Alors. Est-ce qu'il n'y a pas ce débat qui est posé derrière? Il y a plusieurs débats, parce que là on part sur le balance ton porc, ce qui est arrivé avec ces femmes qui libèrent leur parole. Parler, notamment la première, Enda Ayari, sur Tariq Ramadan, qui a porté plainte pour viol. C'est pas juste comme ça, elle n'a pas balancé le nom de Tariq Ramadan à la vindicte, elle a porté plainte, il y a d'autres affaires. Bon, le lien ici entre cette libération de la parole des femmes, qui est une chose tout à fait positive, sur laquelle je crois qu'on va parvenir, enfin c'est pas l'objet du débat, il me semble, ce soir, mais le lien avec Tariq Ramadan, c'est que Tariq Ramadan prêchait un islam rigoureux, voire rigoriste, avec une version politique, plutôt proche de ce qu'on appelle le frérisme que du salafisme. Il faut distinguer, les frères musulmans n'est pas le salafisme, il faut le dire pour nos téléspectateurs, il y a beaucoup de confusions qui sont faites. Il y a des liens, mais là, disons que voilà, Tariq Ramadan, c'est avec son frère Hani Ramadan, ce sont les petits-fils du fondateur des frères musulmans en Égypte. Bon. Donc, il prêchait un islam rigoriste, notamment vis-à-vis des femmes, avec donc cette charia dont il a parlé. Oui, avec les femmes, disons, voilà, qui devaient se comporter, qui devaient porter le voile, etc., se comporter d'une certaine manière. Son comportement à lui, dont on avait déjà entendu parler avant, Caroline Fourest en avait parlé déjà il y a longtemps, des rumeurs. Moi, j'en avais entendu comme il avait une vie sexuelle un peu débridée. Bon, voilà. Pas de viol. Cette rumeur, en tout cas, circulait. Mais voilà, moi j'avais entendu que c'était quelqu'un qui, aimait bien les femmes. Bon, bref. Le problème qui se pose ici, et c'est la première couverture de Charlie Hebdo que vous avez montré rapidement dans votre reportage, c'est-à-dire Tariq Ramadan, le 6e pilier de l'islam, avec cette énorme érection. C'est là d'où ça part. C'est-à-dire que Charlie fait, on le voit, fait une caricature sur le fait qu'il y a un côté tartuffe chez Tariq Ramadan. C'est le Tartuffe, si vous voulez, absolument, qui est dévot, c'est le faux dévot, pour poursuivre finalement dévoiler son double discours, sa double vie, jouisseur, alors qu'il est voilà. Et je crois que ce décalage-là, compte tenu de l'histoire récente de Charlie Hebdo avec l'islamisme, pas avec l'islam, avec l'islamisme, c'est-à-dire avec une interprétation de l'islam, et notamment l'islamisme politique, fait qu'il y a eu une concentration, et c'est le lien justement entre les deux, il est là. Et c'est à partir de là que part la polémique. Pourquoi? Parce que Edoui Plenel a été favorable, a été, disons, ouvert. On l'a dit. Avec il a fait des conférences. Tariq Ramadan, il a participé. Il a trouvé que Ramadan était un bel esprit. Les conférences, attention, je termine juste. Non, mais il faut aller au bout. Et Laurence Rossignol, c'est vous très allez prendre important la que ce soit dit. Edoui Plenel et Tariq Ramadan, quand ils ont fait des conférences, ils les ont faites ensemble, ce n'était pas un débat contradictoire. C'est-à-dire que le débat, Edoui Plenel n'allait pas discuter, n'allait pas critiquer ce que disait Tariq Ramadan pour démontrer éventuellement le double discours éventuel de Tariq Ramadan, peu importe ici. Mais il le faisait comme quand Edgar Morin signe un livre avec Tariq Ramadan. Moi j'ai lu ce livre, le deuxième, là, le dernier, c'est pas critique, c'est un dialogue entre des gens qui sont tout à fait d'accord sur le fait que les musulmans sont complètement discriminés en France, etc., etc. Voilà. Donc ça part de là. Quelle est la thèse développée par Edoui Plenel? Non mais je resitue un petit peu parce que l'oppression aussi des musulmans, leurs difficultés sociales. C'est ça. Ce qui est important, personne ne reproche à Edoui Plenel de ne pas avoir su ou dit pour les affaires de viol. C'est pas vrai, c'est ce qu'on lui reproche aussi. Chacun son tour. Chacun son tour. On fait pas comme ça. Sinon personne nous entend. On essaie de faire le tour. Voilà, allez-y. Sinon les gens n'entendent pas ce qu'on dit. Alors. Edoui Plenel, personne ne lui reproche ça. En revanche, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir valorisé
Tariq Ramadan, d'avoir fait Tariq Ramadan un intellectuel, somme toute porteur de quelque chose. Reconnu, en quelque sorte. Mais surtout porteur d'un message sur l'islam et pour les musulmans de France. Quand nous disions, avec Caroline Fourest et d'autres, que Tariq Ramadan était en fait un intellectuel, un islamologue, porteur de la charia, quand on dénonçait le point de vue de Tariq Ramadan sur la lapidation, qui est quand même pas un petit sujet, on se faisait traiter, je me faisais traiter d'islamophobe à cette époque-là. Et effectivement, Edwy Plenel est rattrapé par son positionnement qui renvoie effectivement là où il y a un débat dans la gauche, c'est entre ceux qui pensent que, somme toute, aujourd'hui, Tariq Ramadan permet aux musulmans de s'affirmer dans une société dans laquelle ils ont été opprimés, et ceux qui pensent, comme moi, que Tariq Ramadan est là pour réislamiser les musulmans de France, parce que la peur des frères musulmans, la peur de l'islam politique, c'est la laïcisation des musulmans de France, en fait, qui se mettent à vivre comme les Français issus du catholicisme, du protestantisme ou du judaïsme, qui vivent en gros d'abord dans les règles de la République et sans avoir des codes spécifique et dictée par la religion. Et nous avons combattu ça, Edwy Plenel a soutenu ça. Et le débat était très tendu avant cette Bien avant, bien sûr. Bien avant. Bien sûr. Et c'est pas étonnant qu'à un moment donné, autant de tensions finissent aujourd'hui dans ce débat par exploser, parce que Plenel nous a donné des leçons en permanence, le commandeur qui nous disait qui était bien de gauche, qui n'était pas bien de gauche, qui était bien anticolonialiste, qui n'était pas bien anticolonialiste, et à un moment donné, les bons, les méchants, quand les masques tombent et que Tariq Ramadan et sa duplicité sautent aux yeux de tout le monde, on dit voilà. C'est pas nous, c'est nous qui avions raison quand même dans cette affaire. Un mot sur cette question, parce que un mot, vous allez pouvoir tous répondre parce qu'on a du temps pour débattre. C'est aussi le plaisir de ce débat. Éric Coquerel, il y a aussi une volonté chez Edwy Plenel qui est importante pour lui, c'est d'expliquer l'oppression des musulmans. C'est un débat chez lui. C'est une forme de nouveau prolétariat, finalement, qui subit une forme d'oppression capitaliste. Vous le ressentez, ça? J'imagine que vous êtes proche. C'est un mot, je vous dis oui ou non. Non, mais parce que, je veux dire, la manière de décrire le débat, à mon avis, n'est pas bonne. Moi, je suis très à l'aise avec Ramadan, je n'ai jamais voulu débattre, je pense qu'il ne faut pas débattre avec Ramadan. Donc il a fait une erreur, Edwy Plenel. Attendez, je vous dis, vous me demandez ma position. Je donne ma position. Je pense qu'il ne faut pas débattre avec Ramadan, que depuis longtemps, effectivement, c'est quelqu'un qui est un foyer d'idées de l'islam politique. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus tout confondre. Il est du côté, effectivement, des frères et mais avec des choses qui... je pense que débattre avec lui, c'est quelque part valider et cautionner ce qu'il dit. Mais pour autant, il y a quand même aussi un autre souci qu'on ne peut pas non plus ignorer. C'est que oui, sous le couvert aujourd'hui de la laïcité que certains utilisent, qui est une laïcité dévoyée, c'était ma question. Il y a un racisme anti-musulman, bien évidemment, dans ce pays. Bien évidemment, qui se développe d'abord à partir du Front National, de manière très forte, qui a commencé à gagner progressivement à droite, d'accord, et qu'on entend aussi à certains moments... Vous parlez Manuel Valls, là, quand vous dites ça. Moi, je pense que oui. D'accord. Quand Valls, tout d'un coup, devant toute adversité, reprend les propos de Le Pen qui nous traitait, je vous rappelle, il n'y a pas longtemps, d'islamo-trotskiste. Il y avait les hitléro-trotskistes dans l'islamo-trotskiste. Maintenant, quand il reprend islamo-gauchiste, je pense que lui part dans quelque chose qui n'est plus le débat de savoir si on discute ou pas avec l'islam politique, ou s'il y a quelque chose comment dire, qu'on a à dénoncer par rapport à ce qui dévoie en réalité la religion de la très grande majorité des musulmans en France. On est sur autre chose. On est sur le fait d'utiliser la laïcité. Donc c'est un prétexte pour diviser le pays, etc. Avec un outil qui est le racisme. Ça, par rapport à ce que vous dites, je crois qu'on ne peut pas non plus l'ignorer dans le débat. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup, il y a quelque chose qui monte comme ça. Et pour vous répondre, je pense que, encore une fois, la caricature de Charlie, je pense que c'est tout à fait leur droit. Mais tout démarre effectivement sur la caricature, sur le pilier. Le droit de la première caricature. Mais attaquer Plenel sur le fait de dire, comme en réalité, tu as été un de ceux qui a accepté de débattre avec Ramadan. D'échanger. Il a défendu. Nous, ce qu'on a entendu. Laurent Rossignol, ne me dites pas. D'accord. Bon, donc je continue. À partir de là, d'estimer qu'au nom de ça, quelque part, il aurait caché en réalité les viols dont a priori, on ne savait pas d'immédiat. Je trouve que là, ça met le débat très fort. Bon, encore une fois, fois, là, il y a une réaction quelque part des deux journaux. Et moi, ce que je crois, c'est que comme je considère que même si le débat avec Ramadan, même si je pense que c'est une erreur, pour autant Plenel ne fait pas partie, n'est pas un allié des terroristes par rapport à ce que dit Valls. D'accord, oui, mais c'est ça le problème. C'est l'islam politique là qui en. Je ne pense même pas
pas que Plenel soit un allié. C'est pas un petit débat, dit Manuel Il n'est Valls, pas un non allié de l'islam Il politique. est au minimum un idiot utile. Non, Raphaël il n'est Legier. pas quelqu'un. Il n'est pas quelqu'un aujourd'hui qui considère que les valeurs portées par l'islam politique sont les siennes. C'est pas vrai. Ça serait Non, injurieux par rapport à Plenel. pas les siennes. Mais quelles sont, il considère que, et ça, on l'a vu dans le débat notamment sur Et Raphaël Legier veut s'exprimer. le voile, notamment à l'école, il considère que, au nom du fait que l'islam est une religion discriminée, celle des défavorisés, etc., il est nécessaire à un moment donné d'entamer des débats. Oui, c'était ma question. Mais c'est pas. On y est arrivé. Si vous voulez, ce qui est Éric aujourd'hui Coquerel, problématique, vous me permettez c'est d'en faire un allié objectif du terrorisme. Ça, c'est pas acceptable. Non, d'accord. Et donc là, c'est Attendez. aussi pointer Top. quelque part quelque chose Raphaël Legier. qui est très fort. Donc ceux qui font ça ne donnent pas un service au débat. Raphaël Legier, allez-y, prenez la parole et puis il y a des images qui vont venir évidemment corroborer ce que vous venez de dire dans l'hémicycle. Allez-y. Est-ce que quand on est laïque exagéré, finalement, derrière, Ça, laïque exagéré. j'entends Éric Coquerel, quand on est laïque, pas de il y a laïcité. parfois... Pas dit ça. Non, Moi, je suis laïque sans Non, adjectif. c'est possible de Attendez, est-ce que je peux poser une question? D'accord. Est-ce que quand les mots d'Éric Coquerel, on entend parfois, lorsqu'on est laïque un peu trop fort, il y a une forme de racisme derrière? Non, Vous n'avez pas dit ça? Ça sont des mots. J'ai pas compris alors. Moi, je me considère comme un laïc au sens strict du terme, justement, puisque la laïcité, ce n'est pas une hygiène culturelle, ce n'est pas du ciblage identitaire. La laïcité, c'est la possibilité pour chacun de s'exprimer librement dans la limite de l'ordre public, c'est-à-dire tranquillité, salubrité, sécurité publique. Tout le reste sont des prétextes. Vous m'avez dit qu'on pouvait parler. Donc, Allez-y, mais oui, je confirme. Donc, lorsque Laurent Bouvet dit Tariq Ramadan était quelqu'un d'incohérent. En gros, c'est ça ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était incohérent. Il avait un double discours. Je vais finir. C'est pas la même chose. Il a dit, mais c'est ça qui est incohérent. je C'est-à-dire t'ai que dit d'un côté, il a un discours de théologien rigoriste, puritain, islamique, etc. Puis de notre côté, il a une vie débridée, voire c'est un violeur. Un tartuffe. D'accord. Donc vous êtes d'accord? Non, mais ça, justement, la question que l'on glisse de cette question-là à la question de Tariq Ramadan était infréquentable parce qu'il est, après on va dire parce qu'il est islamiste, parce que etc. Mais non, mais laissez-moi finir. Vous pouvez me laisser finir parce que je peux parler quand même un petit peu développé. Bien sûr, monsieur. Que je sache, le président des jeunesses socialistes qui a été un tartuffe absolu. On n'a pas fait un débat sur l'impossibilité d'être socialiste, l'impossibilité d'être à gauche, le truc, etc. Mais la question, c'est que lorsqu'il s'agit du président des jeunesses socialistes, on ne va pas glisser d'un côté du comportement sexuel et de l'homme qui est un tartuffe à une remise en cause idéologique. Si on n'est pas capable aujourd'hui en France, une seconde, s'il vous plaît, je peux quand même parler. Justement, regardez, on va d'un individu qui a un comportement sexuel donné à ça menace l'ordre public. Non, l'islamisme, pas son comportement sexuel. Une seconde. Donc il y a deux poids, deux mesures. Non, le problème dans cette histoire, c'est que, en France, on ne veut pas parler de ce problème structurel du rapport aux femmes, ça c'est une première chose. On n'en parle pas. On ne fera pas tout le débat sur les femmes, on va en parler. Deuxièmement, par contre, on a trouvé un gibier de qualité qui est Tariq Ramadan. En général, c'est plutôt un chasseur. Et je vais vous dire, vous savez ce qui se passe? C'est très bien. Bravo, magnifique. Donc, vous savez ce qui se passe en faisant ça? Eh bien, en réalité, la laïcité, on la foule aux pieds quand on fait ça. Parce que, mais si, la laïcité, ce n'est pas de l'hygiénisme identitaire. Je suis désolé. Vous avez un usage de la laïcité. Mais non, détourné. Mais non, mais qui détourne? Juste pour avancer dans le débat. Mais c'est vous. Mais bien sûr. En quoi je détourne? Attendez. En vous quoi dites je que c'est un détourne la problème laïcité? de laïcité parce que d'abord l'islamisme en tant que tel, c'est une idéologie qui a une multiplicité de courants. Vous l'avez dit vous-même. Quand est-ce que j'ai dit qu'il y avait un problème de laïcité dans ce débat depuis tout à l'heure? Quand est-ce que j'ai dit ça? Cette histoire. Vous avez dit que l'islamisme remettait en cause l'ordre public. L'islamisme politique, lorsqu'il fait pression, par exemple, pour apparaître dans l'espace public de manière visible, pour faire pression des problèmes de Tariq Ramadan aujourd'hui parce qu'il était un des principaux prédicateurs de l'islam politique. C'est une manière d'entrer. Regardez ces images. Regardez. Pas de raison. Et là, on est devenu. Vous n'êtes pas inaudible, on entend que vous. Raphaël Legier, non, tout le monde est audible et je crois que vous avez un temps de parole à peu près Non, équilibré. mais ce que j'ai dit, c'est qu'on était inaudible à critiquer Tariq Ramadan avant. J'aimerais bien qu'il y ait un compteur. Écoutez, Meyer Habib,
Éric Coquerel, était plusieurs à le critiquer. on peut pas dire qu'on Éric Coquerel, vous étiez dans l'hémicycle et vous allez voir ces images. Raphaël Legier, vous n'étiez pas vous dans l'hémicycle et vous n'avez sûrement pas vu ces images. C'est une question posée par le député des Français de l'étranger, Meir Habib, député UDI, à propos d'un voyage en Israël qui se passait mal avec une délégation qui ne pouvait pas être accueillie. Puis vous allez voir, les choses vont s'envenimer et vous allez quitter l'hémicycle. Regardez. Le 25 octobre, quand le Quai d'Orsay a déclaré, je cite, « espérer la libération du franco-palestinien Salah Hamouri », j'ai eu honte. Salah Hamouri est un terroriste, pas un prisonnier politique. En 2005, Hamouri a reconnu avoir planifié l'assassinat du grand rabbin d'Israël. Est-ce bien ce terroriste antisémite que la France espère voir libéré? Imaginez-vous aujourd'hui qu'un pays ami demande la libération de Neumouche. Pourtant, le 26 octobre, Jean-Yves Le Drian m'a répondu « j'assume ». Monsieur le Premier ministre, c'est une défaite morale de votre gouvernement. Combien de morts encore pour que nous comprenions que c'est le même ennemi qui tue à Jérusalem, Paris, Nice ou Barcelone? Faire 2 poids et 2 mesures, c'est perdre d'avance la guerre contre le terrorisme. L'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme. Votre prédécesseur Manuel Valls l'avait courageusement exprimé ici même. Ça lui vaut la haine de tous les islamo-gauchistes qui ont quitté cet hémicycle. Voilà, les députés ne sont plus, les députés de la France Insoumise ont donc quitté l'hémicycle. Et regardez, 1 mois et demi avant, pendant la loi antiterroriste, alors là c'est un mano à mano entre Manuel Valls et le député Alexis Corbière, justement autour de ce même sujet, mais là cette fois-ci on a rajouté le concept d'islamo-gauchisme. Écoutez-les. Il y a le débat de fond, qui est la lutte contre le radicalisme et ce qu'il y a derrière. Et c'est là, Monsieur Corbière, où moi je continuerai à dénoncer vos prises de position, vos alliances, les liens avec les indigènes de la République et avec tous ceux qui aujourd'hui dans les quartiers représentent un vrai danger parce que précisément derrière cela il y a oui l'islamisme radical et l'islam politique. Nous, islamo-gauchistes, mais quel mépris. C'est d'ailleurs assez peu honorable que certains aient utilisé cette qualification contre nous, y compris vous, Monsieur Valls. Vous voyez, vous parlez comme le Front National. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Oui, oui. Vous parlez comme le Front National quand il s'agit de nous taper dessus, Monsieur Valls. Islamo-gauchisme, Laurent Bouvet, moi je vous ai lu dans le Figaro Vox de novembre 2017, il y a quelques jours. Ce qui me frappe et me désole, vous dites, c'est que la gauche au sens large historique devrait être en première ligne dans ce combat contre les dérives identitaires. Or, pour l'essentiel, elle les nourrit, les encourage, les accompagne avec autant d'aveuglement, dites-vous, que de complaisance, jusqu'à se perdre elle-même. Une partie de la gauche. Est-ce que ça correspond un peu à ce débat là? Il y a plusieurs choses. D'abord, sur les dérives identitaires, par rapport à un débat un peu plus général que celui qu'on a là, mais qui est en surplomb en fait de celui-là. Les dérives identitaires, la gauche les combat, et à fort juste titre et à raison, lorsqu'elles viennent de l'extrême droite. Nous sommes, je pense ici tous, nous avons tous combattu avec nos différentes armes, intellectuelles, politiques, etc., le Front National, ses idées, les idées encore plus à droite, si on peut dire, du Front National, comme le bloc identitaire, etc. Bon, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis, ça fait partie de mes recherches depuis 25 ans, sur l'âge, ce que j'appelle l'âge identitaire dans lequel nous sommes rentrés. Là, quand c'est le Front National, l'extrême droite, c'est combattu par la gauche. Quand il y a des dérives qui reposent sur les mêmes ressorts. Qu'est-ce que ça veut dire, identitaire? Ça veut dire attribuer à des personnes, et on retrouve l'islamisme dont on parlait, attribuer à des personnes des comportements, attribuer à des personnes la nécessité d'avoir un certain type d'habillement, etc., comme on en parlait pour les femmes tout à l'heure dans la religion musulmane, on pourrait étendre le sujet, à partir donc du fait que à partir du moment où elles n'ont qu'une identité, c'est leur identité musulmane. C'est ce qu'on appelle réduire quelqu'un à son identité. C'est une forme d'essentialisation, comme on dit techniquement. Exactement. Cette dérive-là, on la retrouve dans toute une partie de la gauche. Et elle peut être défendue, ça c'est assez minoritaire, par des gens qui y croient, qui sont là pour ça, ce que j'appelle des entrepreneurs identitaires, qui vont dans le débat public pour faire avancer leur thèse. L'islam
et l'islamisme politique en fait partie, mais il n'y a pas le Parti des indigènes de la République qui était cité dans votre reportage en fait partie également, sur le colonialisme, le racisme d'État français, etc. Toutes choses évidemment qui ont du mal à démontrer. Qu'il y ait des discriminations, c'est bien évident. Qu'il y ait un racisme d'État ou une islamophobie, comme certains le disent, d'État, là, la démonstration dans les politiques publiques reste à faire. Mais c'est une autre question. Simplement, autour de cela, ceux qui ne sont pas nécessairement convaincus, on parlait d'Edoui Plenel tout à l'heure, je ne dis pas que lui défend des thèses identitaires, simplement, lui en assure, dans son journal notamment, il le faisait déjà avant d'être à Mediapart, dans Mediapart, si vous faites une étude assez précise des tribunes publiées dans Mediapart, de la manière dont sont rédigés, sont faits les articles sur ces questions dans Mediapart, on a quelque chose qui promeut ce genre de thèse, parce qu'à gauche, c'est, si vous voulez, les nouveaux damnés de la Terre. Ce sont les nouveaux damnés de la Terre. C'est le nouveau prolétariat. Et dans cette perspective-là, je pense qu'il faut être rigoureux et strict à gauche, républicain pour deux, si l'on peut dire, ce que disait Laurence Rossignol tout à l'heure, c'est-à-dire s'appuyer sur la laïcité, s'appuyer sur les principes républicains et pour ne pas en déroger. L'idée que la dérive identitaire, d'où qu'elle vienne, est un risque pour notre commun, pour la République. Voilà. Laurence Rossignol va prendre la parole, Éric Coquerel, on va essayer de faire tourner la parole dans un ordre des aiguilles d'une montre, après tout, pourquoi pas. L'islamo-gauchisme, ce concept-là et le développement et l'analyse qu'en fait Laurent Bouvet dans Figaro Vox, est-ce que vous dites oui, il y a une forme de partie de la gauche qui est... je vous le dis pas, non, c'est très particulier. On l'a entendu dans l'hémicycle. Je n'utilise pas le mot d'islamo-gauchisme, mais je voudrais quand même resituer le débat. C'est une question internationale. À l'ONU, chaque année, il y a un débat au moment où on discute de la Convention sur les droits des femmes. Et il y a une offensive qui est conduite par le groupe des pays islamiques, plus les pays catholiques, pour qu'à l'universalisme, on substitue les accommodements raisonnables. C'est-à-dire qu'on dit en gros, les droits des femmes sont universels, sauf, petit codicile, là où des cultures différentes les arrangent à leur sauce. Et c'est la même discussion que nous avons en France, parce qu'on a parlé de laïcité, mais dans les mots qu'on peut avoir autour de cette table, c'est le mot d'universalisme. Et sur la question des droits des femmes, qui est une question que je connais bien, et c'est le débat qu'il y a eu en particulier avec Plenel et Mediapart, c'est est-ce que nous, qui pensons qu'il y a des droits universels, et en particulier la liberté d'aller et venir, le droit de disposer de son corps, et je considère, et je l'ai toujours dit, que les signes extérieurs de voilement des femmes sont des outils d'une propagande qui est une propagande qui n'est pas fondée sur l'égalité entre les femmes et les hommes, mais sur la complémentarité et le fait que les femmes doivent se cacher parce que leur corps doit être caché pour des raisons de pudeur. Bref, tout ça. Est-ce qu'en France, on a une laïcité qui est suffisamment solide? Je partage l'idée que la droite et l'extrême droite ont dévoyé la laïcité, en ont fait une arme, pas simplement contre les musulmans, mais aussi contre les Arabes, contre les Africains, contre tous ceux... Une arme raciste. Une arme raciste, voilà. C'est une arme raciste. C'est Riposte Laïque, c'est l'association Riposte Laïque, par exemple. Et par ailleurs, quand on les écoute bien, dans la même phrase, ils vous disent qu'ils défendent la laïcité, mais qu'ils promeuvent l'identité chrétienne de la France. C'est la preuve exacte qu'ils ne sont pas des laïcs. Et puis après, à gauche, il y a ceux qui pensent que la laïcité est une loi, un cadre juridique, et ceux qui pensent comme moi que c'est un idéal, et c'est un idéal d'émancipation. Philosophie. Et je considère que l'islam politique, dans les textes et dans les textes, c'est une loi et c'est un idéal. Et l'islam politique, dans la façon dont elle organise les rapports entre les femmes et les hommes aujourd'hui, n'est pas dans un idéal d'émancipation. Edoui Plenel, lui, a pensé que ce qui est important, c'était que les gens, les Arabes et les musulmans qui vivent en France aient un outil commun, et en faisant cela, il a ramené tous les gens d'origine maghrébine ou africaine issus de culture musulmane à l'assignation d'être des musulmans. Et c'est en ça que ce n'est pas laïque. Parce que, juste et j'en ai un mot, quand j'ai commencé il y a 30 ans... Parce que tout le monde lève la main là. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, on se battait pour l'antiracisme. La marche des beurs. Voilà, on se battait pour l'antiracisme. Aujourd'hui, on parle plus d'antiracisme, on parle d'islamophobie. On ne parle plus d'arabes, on parle de musulmans. Et on écoute beaucoup moins ceux qui aujourd'hui, issus de ces civilisations et de ces cultures, disent on ne veut pas que Tariq Ramadan et tous ces gens-là parlent en notre nom. Nous sommes des musulmans laïcs. La guerre aux musulmans, ce sont les islamistes qui la font. Ce sont les islamistes. Coquerel, ne partez pas. Le temps de parole, c'est un débat qui... Oui, mais je dois dire en même temps un petit peu de question. Est-ce que l'islamo-gauchisme, ça vous a heurté? La première chose que je remarque, c'est que, juste par rapport aux images, on est reparti sur Plenel. On vient de voir deux identitaires parler, d'accord, qui sont deux incendiaires. Celui très minoritaire. Meyer Habib. Oui, Meyer Habib. Très minoritaire dans l'Assemblée, parce qu'y compris, la ministre lui a très bien répondu. Et il n'y a pas que des gens du Parti communiste et France Insoumise qui sont sortis, il y a des gens d'En Marche qui sont sortis. Qui nous expliquent de manière, même pas caricaturale, mais je veux dire, que Salah Hamouri, qui est notre compatriote, qui est retenu hors de tout droit,
en Israël et, est quelque part non seulement un terroriste sur place, mais même, puisqu'il a fait l'égalité, en réalité fait un lien avec les terroristes de Daesh sur le sol national. Donc il nous fait quelque chose, il nous habitue à ça, il nous fait quelque chose... Pour vous, une caricature en tout cas. Oui, caricature, et puis en réalité, entre parenthèses, d'ailleurs, défend surtout la politique de M. Netanyahou. Voilà, parce qu'il faut le dire aussi. Bien. Et puis, on a M. Valls, qui, parce que le débat, il faut resituer, le moment où se passe le débat, vous avez passé l'extrait, c'est au moment où on discute de la transformation de l'état d'urgence en loi permanente, donc on est sur la bataille contre le terrorisme, pour qu'on soit ou pas d'accord, et M. Valls croit nécessaire de faire de nous des alliés du terrorisme, parce que nous ne sommes pas d'accord avec le fait de transformer l'état d'urgence en loi. C'est ça, c'est ça le moment du débat. Il pense à ça, le moment du débat. Donc ce que je dis simplement... Il vous associe au terrorisme quand il parle d'islamo-gauchisme. Bien sûr, il l'a fait à plusieurs reprises dans l'hémicycle. Donc, je vous le dis, il l'a refait comme il l'a fait récemment sur BFM. Bon, pourquoi je dis ça? Oui, on l'a vu. C'est parce que moi je considère une chose, je suis d'accord avec Laurence Rossignol, la laïcité c'est un idéal. Ce sont des règles de vie absolument essentielles dans un pays qui, et je pense que nous avons raison, explique qu'elles peuvent être universelles. Donc c'est une bataille. C'est le fait d'avoir mis la religion hors du politique, c'est la séparation de l'Église et l'État, c'est le fait de garantir la liberté de conscience et de garantir aux jeunes citoyens, aux jeunes qui ne sont pas ça, c'est la théorie. Non, c'est pas la théorie. On parlait de ces jeunes femmes voilées, par exemple. Pourquoi c'est pas la théorie, excusez-moi? Parce que derrière tout ça, il y a l'idée qu'en réalité, avant tout, nous sommes des citoyens français basés sur une définition qui est la conception politique de notre nation et non pas d'appartenance à des communautés. C'est ça que nous défendons en premier lieu. Après, c'est un choix qui est fait. D'accord, là vous êtes d'accord. Sauf qu'il y a mais sauf que Daniel Obono, je peux terminer mon explication. Je considère que toute personne qui en réalité développe le choc des civilisations, qui a été lancé aux États-Unis d'Amérique il y a quelques années, qui aujourd'hui trouve des alliés dans beaucoup de gouvernements, y compris, je l'ai dit, je ne parle pas d'Israël, je parle du gouvernement Netanyahou, dans la manière dont aujourd'hui il agit en Israël, y compris contre les intérêts du peuple israélien, à mon avis, et palestinien. Je vous reposerai ma question. Regarde ça, je pense que tous les gens qui en réalité aggravent le choc des civilisations sont condamnés. Donc moi je veux bien qu'on parle de l'islam politique, mais je suis très étonné qu'on ne réagisse pas sur les déclarations qu'on vient de voir. On repart sur Plenel comme si elles n'avaient pas été faites. Non, on va repartir sur l'islam-gauchisme. Est-ce que quelqu'un... Je vous parlerai de Daniel Obono qui a embarrassé Jean-Luc Mélenchon dans ses positions auprès des indigènes de la République, mais on en parlera après si vous le souhaitez, parce que c'est il y a un petit flottement au sein de la France insoumise. Absolument pas. Vous lisez les déclarations des indigènes de la République sur nous. Non mais enfin vous rigolez. On a toujours été des adversaires des indigènes de la République. Toujours. Et Daniel Obono dit j'ai jamais été membre du PIR, je suis en profond désaccord avec leur thèse. Ne partez pas. Donc Raphaël ne faisons pas d'amalgame. Laissez-le parler, il va partir. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce soir sur le débat qu'on a en ce moment, sur cette position de la laïcité, la façon dont elle doit agir dans notre société, et le débat qui est lancé, qui est un débat politique, sur ce concept, éclairez-nous. Il y a un islamo-gauchisme ici en France ou c'est quelque chose d'inventé? Non, mais moi je suis d'accord avec ce problème d'identitarisme et d'assignation d'identité. Mais le problème, c'est, pour moi, l'assignation d'une identité essentialisée, c'est Manuel Valls. C'est-à-dire, c'est ce type de discours qui essentialise et qui assigne une identité. Et le fait de nommer un certain nombre de gens qui veulent s'exprimer des islamo-gauchistes, c'est faire aussi ça. C'est leur assigner une identité politique, idéologique. Moi, je vais vous dire, il y a... Non, si, une seconde. Mais peut-être pas, mais c'est quand même une identité essentialisée. C'est le débat mais c'est pas forcément ethnique. Non. Pareil. La lutte contre l'islam politique, lorsque c'est un islamisme réactionnaire, c'est, je crois, quelque chose qui est... universel dans la gauche et qui était, c'est pas une remise. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas, chez quelqu'un comme Edoui Plenel, par exemple, la remise en cause de l'universalisme. Déjà, je ne le crois pas du tout. Et il n'y a pas cette idée selon laquelle, non, parce que vous avez d'un côté le combat idéologique contre tout ce qui est réactionnaire de l'extrême droite à un islamisme qui est lui aussi réactionnaire du point de vue des mœurs, etc. Ça c'est Charlie, mais ça, c'est quelque chose que je défends, qu'Edoui Plenel défend, que tout le monde défend. D'ailleurs, on lutte contre tout le monde est d'accord alors. Non, une seconde. Non, tout le monde est d'accord. Ça, c'est la première chose, mais on débat. Deuxième chose, il y a la laïcité. La laïcité, c'est le fait de pouvoir vivre dans cette société et ne pas, sous prétexte que des individus ont une idéologie particulière, s'ils ne mettent pas en cause l'ordre public de façon objective, on ne les discrimine pas. Or, aujourd'hui, on a toute une série de discours politiques, voire parfois donc c'est la de lois. Non, c'est pas une histoire. Non, mais je vais vous dire même une chose. Attendez, je peux quand même dire un petit mot. Je veux dire, juste une chose sur Manuel Valls. Moi, je pense
que Manuel Valls, qui pense être le soldat de l'antiterrorisme, a fait beaucoup de mal et qu'en plus, il a mis en scène le rapport ami-ennemi, avec des dérives dans son langage et dans son discours qui étaient, lorsqu'il était Premier ministre, proprement irresponsables. Donc en fait, dans un sens, je pense que Manuel Valls a fait le marketing de Daesh. Parce que, mais oui, quand vous mettez en résidence... une question, quand moi, en tant que mise en droit des femmes, je me fais qualifiée de féministe blanche, avec ce que ça signifie. C'est-à-dire que je défends une conception du féminisme qui est une conception relative, qui est de la conception du féminisme qui ne conviendrait qu'aux femmes blanches, et les autres, qui ne sont pas les femmes blanches, n'ont rien à faire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, on est pas dans l'universalisme. Mais moi, je suis pour l'universalisme, mais je vous soutiens. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Lorsqu'il y a... Non, alors je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Soyons concrets, alors. Soyons concrets. Lorsqu'il y a eu... Je vous donne un exemple concret. Lorsqu'il y a eu à un moment donné des marques de vêtements qui ont, vous vous souvenez, voilà, immédiatement, on est, et c'est Manuel Valls qui a fait un certain nombre de déclarations dans ce sujet en disant c'est l'islamisation de la mode, etc. C'est absolument ridicule parce que dans le même temps, nous on faisait des enquêtes sociologiques et ce qu'on remarquait, c'était très exactement le contraire. On a un magazine comme Iman Magazine, par exemple, concrètement, qui est une sorte de Elle musulman, où il y a des débats avec les jeunes femmes qui portent le voile, fleuri, pas fleuri, etc., etc. On se maquille pas. Et ce qu'on avait ceux qui, sur les forums, étaient les plus haineuses contre justement cette mode du foulard porté de cette manière ou d'une autre, c'était les salafistes. Donc ça veut dire que c'était une méconnaissance du terrain. C'est comme sur le burkini. Mais non, on peut pas. Les salafistes n'envoient pas leurs femmes sur les plages avec des burkinis. Mais chaque fois, ce sont des problèmes différents. Le terrorisme est un problème spécifique. Le plus réactionnaire, les salafistes, pour démontrer que finalement l'islamisme politique. Mais à côté de ça, vous voyez là, dans un sens, j'ai attaqué les salafistes. Mais à côté de ça, on voit que sociologiquement, les salafistes, en général, ne représentent pas, lorsqu'ils sont salafistes, quiétistes, l'écrasante majorité d'entre eux, un risque terroriste. Résultat, en mettant exclusivement le projecteur sur eux, pendant ce temps, on n'a pas vu là où il y avait le problème. Mais on observe les biographies concrètes. Alors, Raphaël Legier, sans s'énerver. J'ai l'impression que vous faites plus d'enquête. Regardez, vous avez un temps de parole. Regardez juste cette image. Autrement, vous mettez le curseur ailleurs. Ça dure sans s'énerver. Non, c'est pas délirant. Lisez les enquêtes. Mais vous n'y croyez plus apparemment. Enquêteur contre enquêteur. Écoutez, regardez, donnez des arguments précis alors. Alors, Raphaël Legier, regardez, on est dans un débat, on est quatre, on va essayer évidemment, je vais essayer de poser une question ce soir, je sais pas si ça va être possible. En tout cas, on a trouvé cette petite archive, ça dure 12 secondes, ça va peut-être vous faire sourire ou pas. C'était Manuel Valls, dans un style vestimentaire très particulier, dont il avait le secret à l'époque, et justement, on revenait sur cette question de la laïcité, justement. Écoutez et regardez. En utilisant le voile, on risque effectivement de stigmatiser et au fond de donner les armes à ceux qui, parmi les musulmans minoritaires, mais l'utiliseront pour dire voilà, vous voyez, nous sommes les victimes de la République. Alors il a un petit peu évolué là, Éric Coquerel. C'est 2004, c'est la loi sur le voile. Moi, vous savez, à l'école. Je crois une chose. Encore une fois, je reviens sur le contexte dans lequel nous sommes en ce moment. Donc je crois qu'il faut aussi essayer d'apaiser le débat. Voilà, c'est aussi pour ça que je réagis depuis le début de la 2. Par exemple, si on pense que avec justesse, une religion qui tente quelque part en réalité au moins au niveau de sa communauté, d'instituer la politique qu'elle souhaite, c'est-à-dire qui en réalité dépasse la question de la séparation de l'Église et de l'État. Ne respecte pas la République, il propose. C'est entendable de le faire, mais en même temps, par exemple, il faut critiquer Emmanuel Macron qui continue à être le chanoine de Latran. Je vous remarquerai. Chaque président. Oui, peut-être chaque président, mais nous on est opposé à chaque président. Hollande n'a pas été. On est opposé au fait que le faire, parce que ça veut dire qu'il est le curé du pape. Il faut aussi dénoncer le concordat d'Alsace-Moselle qui continue, vaille que vaille. D'accord. On glisse sur l'Église catholique. Oui, mais bien sûr. Je pense qu'il faut parler, il faut avoir le même langage pour tout. Et deuxièmement, il y a un autre problématique, c'est que, moi je l'ai dit, je défends la laïcité sans adjectif, loi 1905, avec toutes les cités. Mais en même temps, il faut aussi considérer que la République, elle doit aussi montrer ses atouts dans sa capacité d'intégration. Et je le dis, les populations aujourd'hui, notamment des quartiers populaires, sont effectivement discriminées en termes de services publics, en termes social, en termes, vous parliez tout à l'heure... Donc vous dites quoi? Ça veut dire que ça laisse un espace important? Ce que je dis, c'est qu'il faut poser la question de manière globale. Parce qu'après, il ne faut pas s'étonner si des populations qui sont d'origine immigrée les plus récentes, donc qui sont souvent d'origine de nos anciennes colonies ou d'Afrique du Nord et autres, considèrent qu'en réalité, il y a une double discrimination. Une discrimination sociale, une discrimination de peau, et voire même une discrimination religieuse, que d'ailleurs, des fois, on leur impose.
suppose, parce que à certains moments, c'est quelque chose qu'on suppose tel. Bon, et donc cette question, il faut la prendre de manière globale. Ça ne veut pas dire qu'il faut en remettre sur la laïcité, c'est pas ce que je dis, mais si la République, au bout d'un moment, est en recul partout, c'est parce qu'aussi on désarme l'État et on désarme les services publics, etc. Et ça, c'est une question. Et on appauvrit les quartiers. C'est un discours d'ailleurs que développe Edwy Plenel. C'est un élément, un des arguments d'Edwy Plenel. En l'occurrence, c'est réel. Posez votre question parce que vous ne pourrez pas la poser, sinon vous êtes avec nous comme sentinelle citoyenne. Puis j'aimerais vous citer quelques extraits d'un livre ensuite écrit par Bernard Ravet, qui est un proviseur d'un établissement à Marseille et qui fait un témoignage assez fort sur cette question de la laïcité dans son établissement. Mehdi, comment vous situez vous dans ce débat par rapport à la laïcité, par rapport à cet islamo-gauchisme, par rapport aux positions de Manuel Valls, par exemple, dont on parle beaucoup ce soir? Bah écoutez, moi par rapport aux positions de Manuel Valls, je trouve qu'il a plutôt raison d'une part de critiquer Edwy Plenel par rapport aux propos qu'il a tenus, mais comme disait tout à l'heure un des membres du débat, je pense qu'en fait au final il y a un faux débat sur le fait de justement reparler de la laïcité, puisque de base ce débat partait justement des questions d'agression sexuelle. Donc partir pour moi sur le débat de la laïcité est un peu un faux débat qu'on ne devrait pas. Ce n'est pas qu'on ne devrait pas l'aborder, mais je pense qu'on s'éloigne du vrai sujet au final. Et par rapport justement aux propos d'Edwy Plenel, moi je pense qu'en fait finalement il a utilisé vraiment il s'est trompé dans ses propos, parce qu'au final la une de Charlie Hebdo n'attaque pas les musulmans. Et je pense qu'il n'a pas forcément non plus besoin de parler au nom des musulmans. Si justement ça attaquait les musulmans, je pense que les musulmans le diraient eux-mêmes. Et il n'y a qu'une, à mon sens, en tout cas de ce que j'observe, et pour avoir dans ma famille une part de ma famille qui est musulmane, ou des amis à moi qui sont musulmans, ils ne sont absolument pas concernés par la une de Charlie Hebdo. Et je pense qu'il y a vraiment un faux débat là-dessus sur les propos de Edwy Plenel. Donc fait de mélange finalement, d'amalgame. L'amalgame et Bernard Ravet, l'amalgame, précisément l'amalgame dont on parle souvent et qu'il ne faut pas faire entre musulmans et islamistes. Il faut bien le répéter toujours, parce que les islamistes combattent les musulmans. D'abord dans les pays musulmans. Ce sont les premières victimes. Et ici. C'est la cible. Bien sûr. Donc l'amalgame, qui le fait? C'est précisément quelqu'un comme Edwy Plenel, lorsqu'il s'arroge le droit de parler au nom. On fait la guerre aux musulmans comme si lui était le défenseur des musulmans. En désignant les gens, dont Manuel Valls et un certain nombre d'autres, j'imagine que Laurence Rossignol ou moi, on aurait été compris dedans, n'est-ce pas? En disant voilà, bon, et effectivement, mettant une cible, en plus, tout ce qui est sur Charlie, ça a déjà été dit. Je rappelle, juste pour les téléspectateurs, que l'équipe de Charlie, comme un certain nombre de gens qui exercent simplement leur droit d'expression en faisant leur métier de journaliste ou de caricaturiste, vivent 24 heures sur 24 entourés de sous protection policière. Bien sûr. Et moi, j'ai eu l'occasion de témoigner dans un procès à la 17e chambre correctionnelle sur le droit de la presse, avec Ries comme témoin également. Il y avait son escorte. Eh bien, croyez-moi, dans le palais de justice, on était dans un endroit protégé. Croyez-moi, c'est pas une vie. Donc vous dites qu'il y a un danger de dire ces gens-là font la guerre aux musulmans, c'est faire l'amalgame entre musulmans et islamistes. C'est Plenel qui le fait, puisqu'il parle à partir de Ramadan. Qui a dit que Ramadan était représenté ou devait représenter tous les musulmans, etc. Et qu'en faisant la guerre entre guillemets ou en critiquant Ramadan, on faisait la guerre aux musulmans. Mais enfin, quelle idée! Il y a énormément de musulmans qui, heureusement, ne seront pas d'accord avec Edwy Plenel. Et Laurence Rossignol, j'avais une question sur vous. C'est que, à vous entendre, l'amalgame est dangereux pour les journalistes de Charlie, d'ailleurs. C'est qu'on a l'impression, y compris d'ailleurs, il faudrait réécouter, je ne suis pas plus d'accord sur le fond avec tout ce qui a été dit, mais il faudrait réécouter l'interview complète d'Edwy Plenel, parce que la phrase est tirée de son c'est très clair. Mais vous ne pouvez pas résumer Mediapart. À vous entendre, on a l'impression qu'Edwy Plenel et Mediapart sont résumés simplement à cette question-là depuis des années, y compris. Si, j'entends ça. Je parle d'Edwy Plenel dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui. C'est là où je trouve. Non, mais c'est là où je trouve. Je me permets de vous le dire que quelque part, il y a une façon d'hystériser le débat. C'est-à-dire, il y a une façon en réalité de faire en sorte que le clivage, on ne puisse plus revenir au dialogue, notamment pourquoi pas, par exemple, entre Charlie et Mediapart, mais que quelque part on dit voilà, en réalité cette position elle est connue depuis très longtemps. Parler de guerre aux musulmans à des gens qui se sont fait descendre, franchement. Je ne parle pas de la réaction de Charlie Hebdo, ça je peux la traiter. Ou du danger que courent ces journalistes. Je suis Charlie. Il y a une asymétrie complète. Je ne vous parle pas de vous. Là, je vous parle de vous en réalité. C'est-à-dire que on ne peut pas faire un procès permanent de Mediapart et de
de Plenel à travers cette affaire. Alors, même de non, mais fermons la page Plenel. On parle de Plenel à la direction du Monde quand il soutenait Édouard Balladur en 95. Vous voulez qu'on en parle? Qu'y compris, Plenel n'est pas toujours tendre avec nous. Donc si je dis, parce que si on résume ça, on a l'impression d'en faire un affrontement. On a l'impression d'en faire le Vous n'avez cessé depuis le début du débat de tout ramener à Manuel Valls. Et là, vous me dites que je ramène tout à Mediapart. Tout à l'heure, on voit Valls. Vous l'avez commenté. Moi, je ne vais pas défendre Meyer Habib contre nous en nous traitant de c'est ça vous gêne pas. Mais vous êtes député, je ne suis pas député. Non. Je dis que oui, dans ce débat-là, vous avez votre corps Rossignol, sénatrice socialiste. Vous avez fait ce qu'il fallait, très bien. Je voudrais juste vous lire cette petite phrase, et je vous la soumets aussi, parce que c'est un proviseur, c'est un monsieur qui a une cinquantaine d'années, qui a fait plein d'établissements, notamment à Versailles, et là il écrit ce livre de Marseille. C'est un homme qui a de l'expérience, il dit « Nous sommes en face de quartiers où les enfants s'entendent répéter qu'il faut préférer la loi de Dieu à celle des hommes. L'institution est totalement démunie, on se retrouve dans une situation comme avant 1905, dit-il, où l'école devait affirmer sa laïcité. Pour moi, il ne s'agit pas de dénoncer la religion musulmane, mais de savoir faire face quand le discours de d'un certain islam rend incompatible avec les valeurs de la République. » Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que dit ce proviseur qui dit « Je suis démuni et je ne sais plus trop quoi faire en fait ». Des enseignants nous racontent, nous font monter des témoignages de ce type-là. La question qu'on doit se poser tous, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui une extension de l'emprise religieuse, des interdits fondés sur la religion qui sont chaque jour assignés aux gens d'origine de culture musulmane, arabo-musulmane ou africaine. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je pense que c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une forte offensive religieuse qui est menée à leur encontre pour leur imposer de respecter davantage les lois de la religion que les lois de la République. C'est ce que disent beaucoup de témoins. Juste une question. Il n'y a pas de Valls, il n'y a pas de Plenel, il n'y a rien de tout ça. Là, et je suis d'accord avec Frédéric Coquerel, tout ça sur fond d'exclusion. De misère sociale. De discrimination, d'exclusion. De crise de 30 ans. Voilà, etc. Est-ce qu'on est d'accord pour dire ça? Et que cette extension de l'emprise religieuse, elle est d'abord dangereuse pour les individus qui y sont soumis et aussi un peu pour l'idée qu'on se fait de la République. Votre réponse pour peut-être clore ce débat? Moi, je veux dire, c'est trop général. Ah enfin, non, précis, allez-y. Une question où on doit répondre par oui ou par non, c'est une question. Non, mais c'est la phrase de Bernard Ravet. Non, ce qu'on constate, en particulier à Marseille, puisque je connais un peu le sujet, puisqu'on a fait quand même énormément d'enquêtes sur le sujet depuis Bruno Etienne, depuis les années 70, 80, 90, les années 2000, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un déploiement des identités religieuses, mais de multitudes de manières. Là, vous confirmez ce que dit ce proviseur. Une multitude de manières. En revanche, la vision d'une identité religieuse islamique unique qui serait une sorte d'islamisation de la société qui partirait ça, vous le contestez. Et ça, c'est absolument faux, car on n'est pas allé sur le terrain. Si, c'est la question que vous avez posée indirectement. Et deuxièmement, il y a quelque chose quand même à dire, que je ne peux pas laisser dire. On peut être avocat d'une minorité sans forcément parler en son nom. En l'occurrence, c'est ce que fait Louis Plenel. Voilà. Ça sera le dernier mot. Mais c'est pas seulement Plenel. C'est pas seulement. Mais non, c'est Éric Coquerel. C'est-à-dire qu'on défend des gens. On défend des gens. Moi, je vais vous dire un truc. Je suis député du 93 depuis peu de temps. De Seine-Saint-Denis. Voilà. J'ai découvert deux choses. D'abord, une chose est vraie, par exemple, par rapport à Paris, c'est que le fait religieux est plus important, de manière globale. C'est ce que je disais. Plus visible. Il y a aussi les évangélistes. Tout à fait vrai. Il y a aussi les évangélistes. Je ne parle pas de je vais devoir vous couper là. Il est plus évident. Tout à fait. Et moi, ce que j'observe, c'est que l'islamisme politique est très très minoritaire parmi justement tous les gens qui sont fidèles dans la circonscription. Il est très minoritaire. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre cette idée, mais ça veut dire qu'il faut la remettre à sa place et ne pas en faire le clivage essentiel de la société française. Merci pour ce débat.